Cette conversation implique la participation de Santiago, un professionnel dédié à l'étude et à l'acquisition des langues à travers des stratégies non conventionnelles. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à entreprendre ce voyage, il précise que sa motivation est née d'un désir personnel d'explorer de nouvelles façons d'apprendre, notamment en matière d'immersion linguistique. Actuellement, Santiago s'engage à créer une deuxième chaîne numérique, dans laquelle il entend aborder non seulement la maîtrise des langues étrangères, mais aussi d'autres intérêts personnels, tels que la productivité et la technologie. La proposition centrale de ce projet, provisoirement intitulé « Santiago Trad », s'inspire de l'idée de cultiver des compétences multiples, par opposition à une spécialisation extrême. C'est un concept qui valorise la diversité des connaissances et la capacité de se déplacer entre différents domaines, sans nécessairement se limiter à un seul domaine d'expertise. Dans ce contexte, les contenus produits jusqu'à présent se concentrent sur des sujets tels que l'organisation du temps, la gestion de projets et les outils technologiques visant à optimiser les tâches quotidiennes. Cependant, l'objet principal de leur recherche réside dans la relation entre l'apprentissage des langues et l'immersion à travers la consommation de contenu. Selon Santiago, cette approche ne reçoit toujours pas l'attention voulue, malgré son potentiel transformateur. Le principe est simple, en regardant des séries, des films ou d'autres matériels de divertissement dans la langue cible, l'individu non seulement s'expose à la langue de manière naturelle, mais rend également le processus plus agréable et moins mécanique. Cependant, le plus grand défi réside dans la phase initiale, où le sentiment de progrès est presque imperceptible, nécessitant une confiance dans la méthode pour que les résultats se manifestent sur le long terme. En réfléchissant à sa propre expérience, Santiago souligne que l'anglais est la langue qu'il a le plus améliorée grâce à cette stratégie. Durant sa jeunesse, il a choisi de consommer exclusivement du contenu en anglais sur Internet, une décision qui, combinée à des cours formels, a contribué de manière significative à sa maîtrise de la langue. Il reconnaît cependant qu'à l'époque, il ne savait pas clairement quel facteur avait été décisif pour son avancement, attribuant aujourd'hui une grande partie de ce succès à l'immersion continue. En ce qui concerne d'autres langues, Santiago fait état de tentatives avec des langues moins répandues, comme l'espéranto et le tokipona. Le premier, un langage artificiel créé dans le but de servir de moyen de communication universel, et le second, un système minimaliste qui utilise un vocabulaire réduit à environ 120 mots pour exprimer des idées complexes à travers la combinaison de concepts. Malgré son intérêt initial, il n'a réussi à maîtriser aucun d'entre eux, attribuant cette difficulté au manque de matériel disponible pour l'immersion. L'absence de films, séries ou autres contenus dans ces langues a limité leur capacité à les appliquer dans des contextes réels, renforçant l'idée qu'une exposition constante est essentielle pour l'apprentissage. Actuellement, Santiago se consacre à l'étude de l'italien et du grec, langues qui offrent un volume considérable de contenu audiovisuel. Cette abondance de ressources a facilité votre progression, vous permettant d'avancer de manière plus organique et plus efficace. Pour lui, la clé du succès réside précisément dans l'immersion, une méthode qui, bien que sous-estimée, doit être considérée comme la base de l'apprentissage des langues. Lorsque l'on cherche des conseils sur la façon de maîtriser une langue, les recommandations les plus courantes concernent généralement l'étude de la grammaire, la pratique avec des locuteurs natifs ou l'utilisation d'applications de mémorisation. Il est rarement suggéré que la consommation de contenu dans la langue cible constitue l'activité principale, la reléguant à un rôle secondaire ou complémentaire. Santiago soutient que cette vision limitée empêche beaucoup de personnes de reconnaître le véritable potentiel de l'immersion. Regarder une série ou un film dans la langue souhaitée ne doit pas être considéré comme un passe-temps, mais comme une stratégie d'apprentissage centrale. La difficulté initiale, marquée par le sentiment de ne pas progresser, est surmontée au fil du temps, à mesure que le cerveau s'adapte aux nouveaux schémas linguistiques. En ce sens, des outils comme Anki, qui utilisent des systèmes de répétition espacée, peuvent aider en fournissant des mesures de progrès tangibles, rendant le processus plus transparent et motivant. À l'avenir, Santiago estime que la vulgarisation des méthodes d'immersion sera inévitable, à mesure que les plateformes et les ressources deviendront plus accessibles et intuitives. Le besoin de microgérer chaque étape de l'apprentissage tend à diminuer, permettant aux étudiants de se concentrer sur ce qui compte vraiment, une exposition constante et significative à la langue. Pour lui, l'apprentissage d'une langue ne doit pas être un exercice de mémorisation mécanique, mais plutôt un voyage de découverte,
dans lequel l'apprenant assume le rôle de son propre professeur, adaptant les stratégies à ses besoins et à ses intérêts. Conception selon laquelle certains termes abstraits nécessitent des stratégies d'assimilation différentes. Dans ce contexte, la traduction peut émerger comme une ressource transitionnelle, en particulier dans les étapes initiales, lorsque l'apprenant ne dispose pas encore d'une imagerie ou d'un répertoire expérientiel consolidé dans la langue cible. Mais même dans ces cas, l'objectif final doit être la construction de connexions directes entre le signifiant étranger et son référent, sans la médiation de la langue maternelle. L'approche proposée par Winné, dans Fluent Forever, repose sur le postulat que la mémoire sémantique opère à travers des réseaux associatifs denses, dans lesquels chaque mot est lié à de multiples expériences sensorielles, émotionnelles et contextuelles. Ainsi, lors de l'apprentissage d'un nouveau mot, l'idéal est de reproduire ce processus, en évitant que le cerveau le classe comme redondant par rapport au lexique déjà maîtrisé. Par exemple, lorsqu'il étudie le mot chien en anglais, l'apprenant ne doit pas l'associer immédiatement à sa traduction en portugais, chien, mais plutôt à des images, des sons et des situations qui représentent le concept de manière autonome dans la nouvelle langue. Cette distinction culturelle comme la représentation des chiens dans différentes sociétés renforce le besoin d'une internalisation contextualisée, plutôt que d'une simple équivalence linguistique. Cependant, l'application pratique de cette méthode se heurte à des défis importants, notamment en ce qui concerne les termes abstraits ou difficiles à visualiser. Alors que des mots concrets, comme table ou arbre, permettent des associations immédiates avec des images ou des objets tangibles, des concepts comme la liberté ou la justice nécessitent une approche plus élaborée. Dans ces cas-là, la solution peut résider dans l'utilisation de métaphores, d'exemples concrets ou même de récits qui illustrent indirectement le sens. Par exemple, lorsqu'il apprend le mot liberté en anglais, l'apprenant pourrait l'associer à une scène historique spécifique, comme la chute du mur de Berlin, ou à une expérience personnelle de dépassement, au lieu de recourir à une traduction littérale. De plus, l'efficacité des stratégies de mémorisation est intrinsèquement liée à la personnalisation du processus. Ce qui fonctionne pour un apprenant peut ne pas être aussi efficace pour un autre, compte tenu de la diversité des styles cognitifs et des préférences individuelles. Alors que certains élèves bénéficient des associations visuelles, d'autres peuvent préférer les connexions auditives, comme la musique ou le dialogue, ou même les approches kinesthésiques, qui impliquent le mouvement ou l'interaction physique avec le contenu. En ce sens, la flexibilité méthodologique devient un élément clé, permettant à chacun d'adapter les outils disponibles comme les flashcards, les applications ou l'immersion à ses besoins spécifiques. Enfin, il est important de reconnaître que l'apprentissage des langues ne se limite pas à l'acquisition de vocabulaire ou à la mémorisation de règles de grammaire. Il s'agit avant tout d'un processus de construction de sens, dans lequel l'apprenant développe la capacité de penser et de s'exprimer directement dans la langue cible, sans l'intermédiation constante de sa langue maternelle. Même si la traduction peut servir de support initial, son usage excessif peut perpétuer une dépendance cognitive qui nuit à la fluidité. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre le côté pratique des stratégies traditionnelles et la recherche d'une internalisation plus profonde et plus autonome du nouveau système linguistique. Un mécanisme d'ancrage cognitif, dans lequel les images mentales fonctionnent comme support mnémotechnique de concepts concrets, mais s'avèrent insuffisantes lorsqu'elles sont appliquées à des notions abstraites. Dans ces cas, la traduction apparaît comme une ressource stratégique pour accéder à des significations complexes, comme dans l'exemple du mot « liberté », dont la charge sémantique est entrelacée avec un réseau d'associations culturelles, historiques et personnelles. En établissant une première connexion entre le terme de la langue cible, liberté, et son homologue de la langue maternelle, liberdad, l'apprenant active un système de référence préexistante, facilitant l'intériorisation du nouveau mot. Ce processus, bien qu'apparemment inévitable en raison de l'interconnexion naturelle des concepts dans l'esprit humain, doit être compris comme une étape transitoire. Au fur et à mesure que l'apprentissage progresse, les associations linguistiques ont tendance à se réorganiser de manière organique, ressemblant à un ensemble de ballons reliés entre eux par des fils, où chaque mot se connecte non seulement à sa traduction, mais aussi à des expériences, émotions et contextes spécifiques. Au départ, le lien avec la langue maternelle peut paraître prédominant, mais au fur et à mesure que l'apprenant est exposé à un apport important dans la langue cible, ces liens se reconfigurent, remplaçant progressivement les références originelles.
Cette transformation ne se produit pas de manière linéaire, mais plutôt à travers un processus de chevauchement et de resignification, dans lequel le nouveau système linguistique commence à fonctionner de manière autonome. L'efficacité de cette approche réside en grande partie dans la sélection de contenus qui suscitent un réel intérêt, dans la mesure où la motivation intrinsèque favorise la rétention et l'intériorisation de la langue. Lorsque l'apprenant s'engage dans des matériels qui ont du sens pour lui, qu'il s'agisse d'une série, d'un film ou d'un sujet d'intérêt personnel, la charge cognitive associée à l'acquisition du langage diminue, permettant de se concentrer sur la compréhension et la production naturelle. Cette dynamique a été observée dans des expériences personnelles, comme l'apprentissage de l'allemand, dans lesquelles la consommation active de séries et l'identification aux personnages et aux récits ont facilité une immersion prolongée, même face à d'autres priorités. Le même principe s'applique à des langues comme l'italien, où l'exposition au contenu audiovisuel dans sa version originale transforme l'apprentissage en un processus presque inconscient, basé sur l'identification de modèles et la confiance dans la capacité du cerveau à assimiler les informations sans effort conscient. Un aspect fondamental de cette méthode est l'inférence contextuelle, surtout lorsqu'elle est appliquée à du matériel déjà connu de l'apprenant. La familiarité avec l'intrigue, les dialogues et la dynamique entre les personnages permet de déduire du contexte le sens des mots et des expressions, même dans des langues aux structures radicalement différentes, comme le grec. Ce processus a été mis en évidence, par exemple, lors du visionnage de films Disney ou Pixar en grec, dont les versions anglaises et espagnoles étaient déjà largement maîtrisées. La répétition de scènes et de discours, combinée à la mémoire affective et visuelle, a permis d'identifier des termes clés sans avoir recours à une traduction directe. Dans un cas spécifique, le mot « signomie » a été intériorisé non pas par une étude formelle, mais par sa récurrence dans des situations d'excuse ou de demande de permission, confirmée plus tard par le contexte du récit. Cette forme d'apprentissage accidentel, basée sur des expositions répétées et sur le recours à la capacité d'inférence, démontre comment le cerveau humain est capable de décoder le sens sans la médiation explicite de la langue maternelle. La clé de ce processus réside dans la combinaison d'une immersion significative et d'une confiance dans le mécanisme naturel d'acquisition, qui contraste avec l'approche d'apprentissage traditionnelle basée sur l'effort conscient et la mémorisation par cœur. En priorisant les contenus qui suscitent intérêt et émotion, l'apprenant facilite non seulement la rétention du vocabulaire et des structures, mais transforme également l'acte d'apprendre en une expérience agréable et durable. La traduction et l'inférence contextuelle ne doivent donc pas être considérées comme des stratégies exclusives, mais comme des outils complémentaires dans un continuum visant l'autonomie linguistique. L'acquisition du langage. Réfléchir aux stratégies les plus efficaces pour maîtriser une langue révèle ainsi une tension entre les approches structurées et les méthodes basées sur l'immersion organique. Bien qu'une exposition prolongée à des contenus authentiques tels que des séries, des films ou des conversations spontanées représente la voie la plus fiable vers une maîtrise à long terme, son efficacité dépend d'un investissement cohérent dans des pratiques que tous les apprenants ne sont pas disposés à adopter. Des outils tels que les sous-titres doubles, les extensions de traduction en temps réel ou les applications de répétition espacée, bien que prouvées utiles, nécessitent de la discipline et une volonté de s'engager dans des processus qui peuvent sembler au premier abord trop techniques ou démotivants. En ce sens, le choix de la méthode doit tenir compte non seulement de sa validité théorique, mais également de sa compatibilité avec les préférences et le profil de l'apprenant. Des méthodes telles que le transfert linguistique, par exemple, démontrent comment la traduction et l'identification de modèles linguistiques peuvent être utilisées de manière stratégique, en particulier dans les premières étapes. En établissant des liens entre les langues comme la relation entre le grec ancien et le grec moderne, dans lequel des termes comme « philo » ont évolué de « amour » à « ami », l'apprenant intériorise non seulement le vocabulaire mais aussi les structures cognitives qui facilitent la mémorisation et l'application contextuelle. Cette approche, bien qu'ancrée dans des éléments traditionnels, comme l'analyse des préfixes et suffixes, gagne en dynamisme en intégrant des explications qui mettent en évidence la logique sous-jacente aux langues, rendant le processus moins mécanique et plus intuitif. Cependant, l'applicabilité de ces stratégies varie en fonction du niveau d'engagement et des objectifs de l'individu. Si certains apprenants bénéficient de systèmes d'évaluation rigoureux comme Anki, d'autres peuvent préférer des méthodes plus organiques comme les cours audio ou les interactions quotidiennes. La clé réside dans la perception de soi, reconnaître quelles pratiques sont durables et agréables,
en évitant l'adoption de techniques qui, bien qu'efficaces, ne correspondent pas à son style d'apprentissage personnel. Après tout, même la méthode la plus efficace perd de sa valeur si elle n'est pas appliquée régulièrement. Ainsi, la personnalisation du processus combinant preuves scientifiques et préférences individuelles apparaît comme le principe directeur d'une acquisition linguistique réussie et durable. Intéressant, car, en décomposant les mots, on commence à comprendre leurs origines et leurs liens. Dans le cas du grec langue qui constitue la base d'innombrables langues modernes, cet exercice s'avère particulièrement enrichissant. En identifiant la racine étymologique des termes inconnus, un réseau de signification est établi qui facilite la rétention du vocabulaire. Il s'agit d'une expérience cognitive unique, dans laquelle chaque mot acquiert une dimension historique et culturelle, s'inscrivant de manière plus durable dans la mémoire. Cette méthode de traduction et d'analyse comparative, bien que sous-estimée par certains, se présente comme une stratégie accessible et efficace, notamment pour ceux qui ne se sentent pas encore prêts à investir dans des outils plus structurés, comme Anki, ou qui recherchent une approche progressive. Des plateformes comme Language Transfer, par exemple, explorent cette logique en proposant des exercices de construction de phrases, dans lesquels l'apprenant est encouragé à mettre l'audio en pause et à essayer de formuler des phrases dans la langue cible. Ce processus actif de conversion linguistique dans lequel l'individu articule mentalement les structures grammaticales et lexicales renforce l'intériorisation du contenu, le rendant plus résistant à l'oubli. Dans le contexte grec, cette pratique permet d'établir des premiers liens entre des termes apparemment distincts, comme « ami » et « philosophie », dont la racine commune, « amoureux de », révèle une relation sémantique profonde. Une fois ce lien identifié, le mot est incorporé dans le système de révision espacée d'Anki, où, grâce à des intervalles optimisés, sa rétention est systématiquement consolidée. Le résultat est un apprentissage qui, dès le début, est solide et durable, minimisant les risques d'oubli. En plus de son efficacité pratique, cette méthode offre un avantage supplémentaire, élargir la compréhension de sa propre langue maternelle et d'autres langues déjà maîtrisées. L'analyse étymologique, par exemple, révèle des influences historiques et culturelles qui passent souvent inaperçues, enrichissant non seulement le vocabulaire de la langue étudiée, mais aussi la perception linguistique dans son ensemble. Cette dimension métalinguistique, à elle seule, donne un caractère ludique et intellectuel au processus d'apprentissage, le transformant en une activité ludique et réflexive. Un autre aspect fréquemment débattu concerne le rôle de la traduction dans l'apprentissage des langues. Bien que les critiques à l'encontre de la traduction en tant qu'outil pédagogique soient courantes, notamment lorsqu'elle est utilisée pour la production orale, il est nécessaire de distinguer ces différents usages. Lorsqu'elle est utilisée comme stratégie de compréhension, la traduction peut être extrêmement utile, car elle permet d'établir des ponts entre le connu et l'inconnu. Le problème se pose lorsqu'on essaie de traduire pour parler, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la langue maternelle comme intermédiaire dans la construction des énoncés. Dans ce cas, l'apprenant a tendance à naturaliser des structures qui, en réalité, ne correspondent pas à l'usage authentique de la langue cible. Les exemples classiques incluent des expressions telles que « je vais aux toilettes » en anglais, dont la traduction littérale en espagnol, voix ayer albano, semble artificielle, ou des constructions qui suivent la logique syntaxique de la langue maternelle, mais qui, dans la langue étudiée, prennent des formes différentes. Ce phénomène, s'il n'est pas corrigé, peut conduire à la création d'une langue inventée, une variante hybride qui, bien que compréhensible pour l'apprenant, s'éloigne des normes naturelles de la langue. L'immersion linguistique, en ce sens, apparaît comme l'alternative la plus efficace pour éviter de telles distorsions, car elle expose l'individu à des modes d'usage authentiques, sans la médiation d'une traduction mentale. Cependant, il est important de reconnaître que la production orale précoce, bien qu'accélérée, peut consolider des erreurs structurelles qui nécessiteront plus tard des efforts importants pour les corriger. Comme indiqué, apprendre à parler une langue nécessite des milliers d'heures d'exposition avant de pouvoir en affiner les nuances, et inverser les mauvaises habitudes est un processus beaucoup plus ardu que de les construire correctement dès le départ. Dans ce contexte, des activités telles que l'écoute active et la lecture approfondie apparaissent comme des alternatives précieuses, en particulier dans les premières étapes de l'apprentissage. Ils permettent à l'apprenant d'absorber le rythme, l'intonation et les structures naturelles de la langue sans la pression de produire des énoncés,
tout en offrant en même temps des opportunités d'interaction significatives, comme la participation à des dialogues guidés ou l'échange de messages avec des locuteurs natifs. La motivation, dans ce cas, n'est pas compromise, mais plutôt redirigée vers des pratiques qui, bien que moins immédiates, favorisent une base linguistique plus solide et authentique. L'expérience personnelle avec l'italien illustre bien ce dilemme. D'innombrables conseils trouvés sur les plateformes numériques soulignent l'importance de parler dès le premier jour, comme moyen d'accélérer l'apprentissage. Si cette approche peut en effet conduire à des progrès plus rapides en termes de maîtrise initiale, elle conduit souvent à la formation d'un italien alternatif, une version déformée de la langue qui reflète davantage les structures de la langue maternelle que celles de l'italien authentique. Dans le cas des hispanophones, par exemple, cette tendance peut donner lieu à un accent hybride, dans lequel des éléments phonétiques et grammaticaux de l'espagnol se chevauchent avec ceux de l'italien, ce qui rend difficile la communication claire avec des locuteurs natifs. Dans le cas du grec, cette question devient encore plus évidente, compte tenu de la distance structurelle entre cette langue et les langues romanes ou germaniques. La traduction littérale de phrases de l'espagnol ou de l'anglais vers le grec, par exemple, peut générer des constructions qui, bien que compréhensibles, semblent artificielles, voire incompréhensibles pour un locuteur natif. Le résultat est un discours qui, au lieu de refléter le naturel du langage, ressemble à une version inversée ou désordonnée, comme les lignes prononcées par le personnage Yoda dans Star Wars. Ce souci d'authenticité linguistique est particulièrement pertinent pour les apprenants qui, comme de nombreux polyglottes, valorisent la précision et l'élégance dans la communication, évitant ainsi de ressembler à des étrangers qui, bien qu'ils parlent couramment, portent des marques indélébiles de leur langue maternelle. Cette prise de conscience, bien que bénéfique, peut également générer des dilemmes, comme une hésitation à démarrer la pratique orale même après avoir atteint un niveau intermédiaire. La recherche de tuteurs ou d'interlocuteurs de conversation, comme ceux proposés par des plateformes comme Italki, représente une solution viable à cette impasse, car elle permet à l'apprenant de tester ses compétences dans un environnement contrôlé, avec un retour immédiat de locuteurs natifs. Cependant, décider quand et comment commencer cette étape reste un défi, en particulier pour ceux qui privilégient l'exactitude et le naturel plutôt que la fluidité immédiate. Même avec un niveau déjà consolidé de compréhension de l'italien, surtout lorsqu'il s'agit de productions audiovisuelles doublées, dont la langue tend à être plus accessible. Toutefois, le défi demeure lorsqu'il s'agit de contenus originaux, où l'utilisation de l'argot, des expressions idiomatiques et des variations régionales représentent encore un obstacle important. L'hésitation à entamer des conversations avec des locuteurs natifs provient en grande partie de l'insécurité quant à la capacité d'articuler des idées spontanément et naturellement, sans recourir à des constructions forcées ou à la traduction littérale des structures de la langue maternelle. Dans le cas du grec, la situation prend des contours différents, puisque la maîtrise du vocabulaire et de la grammaire en est encore à ses débuts. Dans ce contexte, l'interaction avec les autochtones pourrait, dans un premier temps, se limiter à des échanges culturels, comme des recommandations en matière de musique, de cinéma ou de littérature, au lieu de donner la priorité à la pratique linguistique elle-même. Le doute sur le moment idéal pour commencer à parler, qu'il s'agisse d'améliorer la prononciation ou de développer la fluidité, reste latent, reflétant une tension récurrente entre l'exposition précoce et la préparation préalable par l'immersion passive. L'un des principaux obstacles à l'acquisition de la maîtrise réside dans la dissonance entre compétences et performances linguistiques. Bien qu'une immersion prolongée dans une langue puisse augmenter la capacité de compréhension, la capacité de production orale ne suit souvent pas ces progrès, surtout lorsqu'elle est médiée par des inhibitions psychologiques. La peur de commettre des erreurs ou d'être mal interprété, par exemple, peut empêcher le plein accès aux structures intériorisées, perpétuant ainsi un cycle d'autolimitation. Ce phénomène était particulièrement évident dans mon expérience avec l'anglais, dans lequel la peur du jugement des autres, en particulier dans les contextes académiques ou sociaux, aboutissait à des performances inférieures à son potentiel réel, renforçant ainsi sa propre insécurité. Surmonter ce blocage nécessite donc une rupture consciente avec une autocritique excessive, même si cela implique de s'exposer à des situations dans lesquelles la communication n'est pas parfaite. La pratique délibérée, même si elle est initialement limitée, s'avère être un mécanisme efficace pour consolider la confiance, par conséquent, la maîtrise. Dans le cas de l'italien,
Par exemple, la décision de s'engager dans des dialogues spontanés même avec des locuteurs natifs dans des contextes informels pourrait accélérer la transition entre compréhension passive et production active, à condition qu'elle s'accompagne d'une attitude proactive par rapport aux erreurs. Quant à l'anglais, la résistance initiale à la parole a été progressivement surmontée grâce à des stratégies d'exposition contrôlée, telles que la création de contenus sur des plateformes numériques. Même si les premières vidéos étaient majoritairement visuelles, le passage à la communication orale, à l'âge de 15 ans, a représenté une étape importante dans la prise de confiance en soi. Même si le processus a été marqué par l'incertitude et un sentiment de vulnérabilité aggravé dans certains cas par le scepticisme des collègues, la persévérance dans la pratique s'est avérée fondamentale pour dissiper la peur et consolider la capacité de s'exprimer. L'idée selon laquelle Internet fonctionne principalement en langue anglaise n'était pas considérée comme une règle absolue, même si, à l'époque, la production de contenu dans d'autres langues présentait des limites importantes. Pour des sujets spécifiques, comme le cinéma et les effets spéciaux, domaines dans lesquels les connaissances acquises provenaient principalement de sources anglophones, la décision de créer du contenu dans cette langue s'est avérée non seulement stratégique, mais nécessaire. Même si le processus a été marqué par des insécurités, des erreurs grammaticales et une autocritique accrue, la persévérance dans la pratique s'est avérée essentielle pour surmonter les barrières linguistiques et psychologiques. L'immersion prolongée, à travers la consommation de films, de séries et de tutoriels en anglais, a joué un rôle fondamental dans l'acquisition de la langue, consolidant une base solide pour la communication orale. La transition vers l'expression orale, bien que difficile, ne s'est pas produite brusquement, mais plutôt comme une conséquence naturelle de la compréhension orale. Cette approche s'aligne sur le principe selon lequel la maîtrise d'une langue découle en grande partie de la capacité à absorber son rythme, son vocabulaire et ses structures avant de les utiliser activement. En ce sens, l'accent mis sur l'écoute comme étape précédant la parole facilite non seulement l'apprentissage, mais réduit également l'anxiété associée aux erreurs, permettant à l'expression verbale d'émerger de manière organique. La nécessité, plus que l'imposition, apparaît comme le principal moteur du développement de la maîtrise. Lorsqu'elle est motivée par des contextes réels comme les voyages, les interactions sociales ou les exigences professionnelles, la pratique orale devient moins artificielle et plus significative. Forcer la communication prématurément, sans objectif concret, peut générer de la frustration et même freiner les progrès. La confiance, dans ce cas, ne vient pas de la perfection, mais de la prise de conscience que la capacité de se faire comprendre, même avec des limites, représente déjà un progrès substantiel. Surmonter la peur de parler anglais, dans ce contexte, ne se limitait pas à un exercice linguistique, mais s'étendait à un processus de découverte de soi et d'expansion des possibilités. La capacité de communiquer dans une langue mondiale a ouvert les portes à des relations interpersonnelles, à des opportunités professionnelles et à un accès à des connaissances qui autrement resteraient inaccessibles. Réfléchir sur sa propre trajectoire, en revisitant d'anciens enregistrements, a révélé non seulement le progrès technique, mais aussi l'évolution de la sécurité personnelle, soulignant comment la pratique continue transforme la perception de soi. La centralité de l'anglais en tant que lingua franca contemporaine ne peut être sous-estimée. Alors que l'espéranto, dans sa conception idéaliste, cherchait à promouvoir la communication universelle à travers une langue neutre, l'anglais s'est imposé comme l'instrument pratique de cette fonction, compte tenu de sa diffusion mondiale et de son rôle de pont entre les cultures. Cette réalité renforce l'importance de maîtriser la langue non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'élargir les horizons, que ce soit en voyage, dans le milieu académique ou sur le marché du travail. Dans les situations où la connaissance de la langue locale est inexistante, l'anglais constitue souvent une ressource de survie, facilitant l'interaction et résolvant les problèmes quotidiens. La philosophie qui sous-tend cet apprentissage trouve un écho dans la maxime attribuée au philosophe stoïcien Épictète, selon laquelle « nous avons 2 oreilles et une bouche pour entendre 2 fois plus que ce que nous disons ». Cette idée, appliquée à l'étude des langues, renforce la primauté de la compréhension sur la production immédiate. Parler sans comprendre se limite à un exercice superficiel, incapable de soutenir des dialogues significatifs ou de permettre l'assimilation des nuances culturelles. D'un autre côté, l'écoute active, que ce soit par le biais de conversations, de médias ou de lectures, jette les bases d'une communication authentique et contextualisée. Ainsi, le parcours d'apprentissage d'une langue va au-delà de la simple acquisition de vocabulaire ou de grammaire, devenant un exercice d'humilité, de persévérance et d'adaptation.
La confiance ne se construit pas par l'absence d'erreurs, mais par la capacité à les reconnaître et à les corriger sans paralyser le processus. En ce sens, la maîtrise n'est pas une destination, mais un voyage continu, dans lequel chaque étape de la compréhension à l'expression contribue à la formation d'un répertoire linguistique, surtout, au développement personnel. Constitue un élément fondamental. La pertinence de cette méthode, loin de se limiter au domaine linguistique, se révèle comme un instrument polyvalent d'organisation cognitive, capable d'optimiser la rétention d'informations dans de multiples domaines de connaissances. La répétition espacée, bien que souvent associée à l'apprentissage des langues, transcende cette application initiale, démontrant une efficacité dans des domaines aussi divers que la mémorisation de concepts techniques, l'assimilation de données numériques ou encore l'intériorisation de techniques mnémoniques avancées. La mise en œuvre de ce système, que ce soit via des plateformes numériques comme Anki ou Moshi, ou via des approches analogiques comme la méthode de la carte physique, permet à l'apprenant non seulement de stocker des informations, mais aussi de les structurer de manière dynamique, en ajustant la fréquence de révision en fonction du degré de maîtrise du contenu. L'algorithme qui sous-tend ces outils, bien qu'apparemment simple, fonctionne selon des principes psychologiques consolidés, comme la courbe d'oubli, qui postule la nécessité de renforcer les connaissances à intervalles croissants pour assurer leur fixation dans la mémoire à long terme. Dans ce contexte, la progression entre les niveaux de difficulté dans lesquels une bonne réponse élève la puce à un niveau supérieur tandis qu'une erreur la fait reculer reflète une logique pédagogique qui privilégie l'efficacité à la simple répétition mécanique. La transposition de ce mécanisme à l'univers des techniques mnémotechniques illustre encore son potentiel. Des systèmes tels que le palais de la mémoire ou la conversion de nombres en images associatives dans lesquelles des séquences numériques sont liées à des chiffres, des personnages ou des actions bénéficient directement de la répétition espacée, car ils permettent de consolider dans le temps des associations initialement fragiles. Un exemple éclairant réside dans le codage des nombres à l'aide de symboles phonétiques, la combinaison de lettres qui représentent des chiffres, comme H pour 8, S pour 6, peut être convertie en chiffres iconiques, Han Solo, dans le cas de 86, facilitant ainsi la récupération d'informations. Cette approche, bien qu'elle nécessite un effort initial de systématisation, s'avère particulièrement utile pour mémoriser des données complexes, comme des numéros de documents, des formules mathématiques ou encore des listes de vocabulaire étendues. Cependant, malgré les avantages offerts par les plateformes numériques, certaines limites persistent, notamment en ce qui concerne l'intégration des ressources multimédia et la synchronisation entre appareils. L'impossibilité d'incorporer l'audio dans les systèmes analogiques, par exemple, représente un obstacle important à l'apprentissage des langues, tandis que le manque de compatibilité entre les modules complémentaires des différentes versions d'applications comme c'est le cas avec Anki Droit ou la version iOS restreint la flexibilité de l'utilisateur. Une solution partielle à ce problème implique l'utilisation d'identifiants uniques, identifiants de cartes, qui vous permettent de lier des cartes associées sans avoir besoin de dupliquer les informations. Cependant, cette alternative, bien que fonctionnelle, n'a pas la praticité apportée par une interface native prenant en charge l'intégration automatique de contenu. La recherche d'amélioration dans ce système reflète un intérêt plus large pour l'optimisation des processus d'apprentissage, dans lesquels la technologie et la méthodologie se complètent pour surmonter les barrières traditionnelles. La possibilité de lier dynamiquement des exemples, des images ou des références contextuelles à la même feuille sans la redondance du copier-coller d'informations représenterait une avancée significative, car elle permettrait des mises à jour centralisées et une expérience d'étude plus cohérente. Bien que des solutions telles que le module complémentaire Carl Lincoln offrent cette fonctionnalité dans les environnements de bureau, son incompatibilité avec les plateformes mobiles souligne la nécessité de développer des alternatives alliant robustesse et accessibilité. En ce sens, l'exploration de méthodes hybrides qui allient la rigueur des systèmes numériques à la tangibilité des ressources physiques peut constituer une voie prometteuse pour démocratiser l'accès à des stratégies d'apprentissage plus efficaces. La frustration découlant du manque de fonctionnalités natives sur certaines plateformes, comme la possibilité de sélectionner et de rechercher contextuellement des termes dans les applications flashcards, révèle un écart important dans l'intégration entre les outils d'apprentissage et les ressources de recherche. Bien que des solutions alternatives, comme l'utilisation de navigateurs externes ou la mise en œuvre de méthodes improvisées, puissent atténuer temporairement cette limitation, ces approches manquent d'efficacité et de fluidité, compromettant l'expérience utilisateur.
Dans ce contexte, la proposition d'incorporer des mécanismes d'interrogation directe dans les bases de données via la sélection de mots-clés et l'application de filtres basés sur des préfixes, des suffixes ou des modèles linguistiques apparaît comme une alternative techniquement viable. Une telle approche permettrait non seulement la récupération d'informations contextualisées, mais également l'exploration des relations sémantiques entre les termes, améliorant ainsi la rétention des connaissances. Cependant, la viabilité de cette implémentation dépend de l'existence de structures de données et d'interfaces compatibles qui permettent l'exécution de requêtes de manière intuitive, sans exiger de l'utilisateur des connaissances avancées en programmation ou en manipulation de bases de données. Réfléchir à ces possibilités renforce l'importance de repenser la conception des outils pédagogiques, afin de prioriser l'intégration de fonctionnalités alliant praticité et profondeur analytique. Bien que des plateformes comme Anki proposent des extensions et des modules complémentaires qui étendent leurs capacités, la dépendance à l'égard de solutions externes entraîne souvent des processus fragmentés qui nécessitent des adaptations complexes de la part de l'utilisateur. Par conséquent, la recherche d'un équilibre entre flexibilité et convivialité devrait guider le développement de nouvelles solutions, visant non seulement l'efficacité technique, mais également la promotion d'une expérience d'apprentissage plus organique et plus engageante. La discussion sur ces sujets transcende donc la simple résolution de problèmes spécifiques, devenant une invitation à l'innovation dans le domaine des technologies éducatives. L'échange d'idées et la collaboration entre utilisateurs, développeurs et chercheurs peuvent catalyser l'émergence d'approches plus robustes et accessibles, capables de transformer les défis opérationnels en opportunités d'amélioration continue des processus d'enseignement et d'apprentissage.